aurait progressé beaucoup plus vite. Donc notre technologie informatique générale aussi. Disons pour simplifier que nous aurions été 2 fois plus vite qu'avec le système monétaire. Donc 2011 moins 1984, ça nous fait 27. Et 27 divisé par 2, ça fait 13,50. 1984 plus 13,50 égale 1997,5. Disons 1998 pour faire simple. Donc nous aurions pu avoir dès 1998 le niveau technologique que nous avons aujourd'hui. ADSL 2+, par exemple. Pour rappel, en 1998, seulement 1 million de Français avaient Internet, en connexion RTC 56K pour la plupart. Voilà, donc, tout ça pour dire que depuis les ordinateurs à interface graphique, on est capable de faire des choses extraordinaires. Bon, avec l'Internet, ça a encore accéléré le mouvement. Et que si on avait fait ça à la bonne période de l'histoire, on aurait pu avoir la DSL pour tout le monde en 1998. Voilà, donc je le répète, on aurait pu avoir la DSL pour tout le monde en 1998. Voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'humanité à notre époque. Je vais faire une courte pause et on va attaquer avec l'économie transactionnelle théorique et pratique, parce que c'est ça qui vous intéresse. Comment ça se passe en pratique, comment ça se passerait si on était dans une économie transactionnelle, en réel. Donc petite publicité et on se retrouve juste après pour vivre ensemble dans une économie transactionnelle. Ça va être crissement bon. Bonjour, bienvenue au quartier général de Tactical FM. Est-ce que je peux vous servir? Oui, bonjour. Je vais prendre une poutine, s'il vous plaît. Combien d'étoiles dans votre poutine? 7. Désirez-vous un commentaire avec ça? 4. 4, s'il vous plaît. Autre chose, monsieur? Non, merci. Non, merci, ça va être beau. Parfait, veuillez avancer au 4e guichet, s'il vous plaît. La poutine Tactical FM, disponible au quartier général seulement. Bonsoir, monsieur. C'est bien une poutine 7 étoiles, 4 commentaires? Oui, c'est ça. Parfait. Vous ferez attention au dernier commentaire. Il est assez violent. Ça commence par go, ça finit par yourself. Parfait. En tout cas, vous verrez. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir. TacticalFM.com. Dénoncez la désinfo. L'hébergement Internet dans toute sa simplicité. Ah, ça c'est un beau programme. www.simple-net.ca. Hébergement web, colocation et services humains. Ah, ça c'est bon ça. Chérie, viens écouter tout de suite. Pour commencer le meeting cette semaine, je vais devoir vous annoncer une nouvelle règle. Les web radios sont interdites au travail, Quoi? surtout Tactical FM. Bon, bien les gars, est-ce qu'on y va? Go. Ouais, ok. De l'autre côté de la rue, elle bosse dans l'entreprise, il veut, lui. Surtout même qui aime Tactical FM. Donc, ne te laisse pas écouter Tactical FM. Trouve-toi un autre travail. Salut! Il y a des commandités et payé par Jaguar. Bonjour, monsieur. Nous être agent récupérateur pour Caporal John. Nous voir que dans le registre ici, vous pas donné pour boire ce mois-ci. J'ai complètement oublié. C'est quoi donc déjà l'adresse PayPal? Adresse PayPal être don@tacticalfm.com. Facile à retenir pourtant. J'ai une petite mémoire. TacticalFM.com. Dénoncez la désinformation. Clique, et voilà, c'est fait, monsieur. Parfait. Merci beaucoup de votre coopération. Caporal John sera très content. À bientôt, monsieur. TacticalFM.com, le futur de la web radio.
Et voilà, toujours Guillaume avec vous sur Tactical FM. Tout de suite, l'économie transactionnelle théorique et pratique. C'est parti. Maintenant que vous connaissez le fonctionnement général d'une économie basée sur les ressources, bien que je vous invite à essayer de vous documenter davantage, car je ne peux pas aborder tous les points dans ce livre, et que vous savez ce que j'entends par transaction, je vais vous expliquer l'économie transactionnelle en théorie et en pratique, avec des exemples. Tout d'abord, il semble que le terme existe déjà en français, donc je donne l'adresse HTTP dans le livre, mais il semblerait que ce soit une traduction de A Model of Economic Transactions, que je traduirais plutôt par un modèle de transactions économiques. Cela viendrait de John Commons, économiste américain 1862-1945. Dans ses travaux, il introduit deux concepts, les institutions et les transactions, et définit les transactions comme unités d'analyse. Son projet était d'élaborer un cadre conceptuel permettant de comprendre comment les institutions de la société capitaliste avaient évolué et de déterminer quels étaient les facteurs à l'origine de cette évolution. Mes recherches indiquent que son système, ou plutôt contribution théorique, s'appelle économie institutionnelle. Donc ce n'est pas la même chose que l'économie transactionnelle dont je vous parle. Vous aurez remarqué que, lorsque vous faites un achat, dans le principe, ce que vous voulez c'est l'objet, pas l'argent pour le payer, en considérant que ça vous fasse plaisir de payer tout le temps, dès que vous avez besoin de faire quelque chose ou besoin d'un bien ou d'un service. Sachant que dans la vie, vous ne payez pas que les biens et les services, mais il y a aussi des taxes diverses, des impôts et des dépenses imprévues. On peut étendre ça en disant que ce n'est pas l'électricité à payer qui vous intéresse, mais seulement d'avoir de l'électricité pour vos besoins quotidiens. Ou bien, pour les gens qui prennent le bus, c'est un exemple, à l'origine, vous n'en avez que faire de payer le bus. Ce qui vous intéresse, c'est qu'il vous amène à la station où vous souhaitez descendre. Dans une EBR, l'électricité et les transports sont gratuits, sans que cela n'handicape financièrement celui qui fournit le service. Mais quand quelqu'un arrive à une bonne connaissance sur l'EBR et parle du système autour de lui, sachant qu'il ne faut pas saouler les gens avec ça, l'une des premières réactions qu'il peut avoir, au bout de quelques courtes discussions espacées, c'est « c'est une utopie » ou « ça ne peut pas arriver pour l'instant ». Après 7000 ans de civilisation 3.0, 5000 si on prend en compte la manifestation éclatante qui s'est produite dans les villes sumériennes du Proche-Orient, ou 12 000 si on prend en compte les plus anciens développements connus au Proche-Orient, il est normal que nous soyons plus qu'habitués à fonctionner ainsi. Pourtant, que s'est-il passé lors du passage de l'homme chasseur-cueilleur à l'homme agriculteur? Petit à petit, l'homme est devenu sédentaire, révolution néolithique, et a commencé à utiliser l'agriculture plutôt que la cueillette et la chasse. Aujourd'hui, les chasseurs-cueilleurs sont minoritaires au sein de la population humaine mondiale. Donc, avec le temps, quasiment tout le monde a accepté cette étape de civilisation. En l'occurrence, ici, vivre de manière sédentaire et se nourrir grâce à l'agriculture. Dans la tête d'un chasseur-cueilleur de l'an -5000, vivre de manière sédentaire ou se nourrir grâce à l'agriculture était aussi une utopie. Et dans la tête d'un humain du Moyen-Âge, remplacer son travail par une machine à vapeur devait probablement être une utopie aussi, voire de la science-fiction selon nos concepts d'aujourd'hui. Notons qu'il a fallu plusieurs centaines, voire milliers d'années pour passer à une civilisation 3.0, homme agriculteur et sédentaire, suite à la révolution néolithique. Puis, quand le temps de passer à la version suivante, 4.0, fut venu, quelques bonnes dizaines d'années ont suffi. Le premier moteur à vapeur date de 1782, comme nous l'avons vu, et l'industrialisation s'est faite principalement de 1800 à 1950 environ. Le passage en version 5.0, 1984 environ, est alors arrivé encore plus vite, quelques décennies seulement. Donc les cycles sont de plus en plus courts. Voilà pourquoi nous avons l'impression que les problèmes humains s'accélèrent. En conclusion, ce qui paraît une utopie à une époque, dans la façon de vivre et de travailler, devient une réalité dans une autre.
Aucun citoyen en 1780 n'aurait pu penser que 200 ans plus tard, nous aurions des machines qui calculeraient ou exécuteraient des tâches répétitives à extrêmement grande vitesse à notre place. Pourtant, nous vivons et travaillons comme ça aujourd'hui. Voilà pourquoi libérer l'homme du travail grâce à la technologie fait partie de notre évolution et qu'automatiser davantage nos tâches n'est pas une utopie. Simplement, dans le système actuel, système monétaire, procéder comme cela, même si ça fait partie de l'évolution naturelle de l'homme, génère du chômage, des situations de galère, du stress. Une mise à jour de notre système est par conséquent nécessaire pour que tout notre environnement soit compatible 5.0 et donc que tout fonctionne correctement, comme quand vous achetez des logiciels qui sont compatibles avec votre ordinateur. L'idée dans une économie transactionnelle est de glisser doucement vers une EBR, sans que cela ne change trop les habitudes des gens. Déclarer une EBR mondiale du jour au lendemain serait trop brutal pour la plupart des gens, puisqu'ils ne savent pas comment fonctionne une économie basée sur les ressources. Mon idée d'économie transactionnelle essaye donc de répondre à cette question. Notez qu'il ne s'agit que d'un choix possible et que l'idée peut être modifiée ou améliorée, tout en considérant, comme pour le BR, la possibilité de sa propre erreur. D'une manière générale, une économie transactionnelle fonctionne ainsi. Vous êtes inscrit comme citoyen désirant utiliser le système transactionnel, un citoyen EBT. Le système vous donne un certain nombre de transactions à utiliser chaque mois, en fonction de vos besoins. Lorsque vous avez besoin de quelque chose, vous allez voir votre commerçant préféré, vous insérez votre carte dans une machine, comme une carte bancaire, mais pas besoin de taper un code, ou le commerçant tape votre numéro de citoyen EBT sur son ordinateur. Une transaction est débitée de votre compte. À la fin du mois, deux possibilités. Soit il vous reste des transactions et ça va dans le pot commun, soit il ne vous en reste plus et vous pouvez puiser dans le pot commun. Ces 6 points sont le descriptif général. Bien entendu, de nombreuses précisions sont nécessaires. Tout d'abord, pour initier le système, cela serait très simple. Un serveur internet, un penseur économie transactionnelle, un programmeur PHP MySQL. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont, pour simplifier, les langages informatiques utilisés pour les applications internet. Éventuellement un graphiste pour donner de la couleur au site et un informaticien Linux pour s'occuper du serveur. L'inscription serait gratuite et pour tout le monde. La seule obligation étant d'avoir une activité, pas forcément salariée à temps complet, puisque le système s'adresse à tout le monde. Par exemple, un dessinateur ou un musicien au chômage pourrait bénéficier du système, puisque même au chômage, il garde quand même pour activité de dessiner ou de produire de la musique. Dans un tel système, les galères pour les métiers artistiques n'existeraient plus. Votre place dans la société serait simplement celle que vous choisiriez. Une fois le système initié, phase 1, il faut s'attaquer au cœur de notre système actuel, l'entreprise. En effet, si vous supprimez les entreprises de notre système actuel, je rappelle qu'en économie transactionnelle, on part toujours du système actuel, tout devient mort, plus de salaire, plus de production, plus de magasins. L'entreprise est donc au cœur du système. C'est pourquoi il s'agit de la phase 2. N'importe qui souhaitant créer une entreprise pourrait avoir deux choix. Petit 1, créer une entreprise système monétaire et s'inscrire aussi comme entreprise système transactionnel. Créer une entreprise 100% système transactionnel, du coup elle bénéficie aussi de tout le réseau relationnel des gens inscrits dans le système transactionnel. Au moment de la création